Donc, table ronde qui a pour but vraiment d'échanger sur les enjeux des organismes et des collectivités sur la question de l'accession sociale et du logement. J'appelle Stéphanie Doyen, maire de Saint-Pierre-Quiberon, vice-présidente logement habitat à Auray-Quiberon, Terre Atlantique, et aussi, parce que la casquette de technicienne est toujours intéressante, directrice générale des services à Plouhinec. Donc 2 casquettes, une élue et une technicienne, donc une compréhension globale des différents enjeux. J'appelle aussi à côté de moi Bruno Fievé, directeur général de Coopalis, coopérative HLM de Saint-Brieuc. Et j'appelle à côté de moi André-Yves Lambert, directeur général d'Espacil Accession. Délégué, excuse-moi, pour être plus précis. La question de l'accession, à mon sens, on ne peut parler accession sociale sans parler logement social dans son ensemble et sans avoir la compréhension de la tension qu'on peut avoir sur le territoire. En Bretagne, au 1er janvier 2023, nous avons 90 778 demandeurs de logements sociaux. En 2018, nous en avions 266. En 2018, nous en avions 66 000. Donc vous imaginez un peu, en 5 ans, le delta qu'on rencontre. Là, ce que je vous montre, c'est la carte de l'évolution de la demande de logement social. Elle est en volume. Le long de la N164 ne veut pas dire que c'est là où on a un maximum de demandeurs. Par contre, c'est là où on a de plus en plus de demandeurs et où, au sortir du Covid, on a eu une vague énorme. Donc, c'est une augmentation de minimum 20% des demandeurs sur tous les territoires qui sont en rouge. Je vais vous montrer juste après la carte de 2022-2023. Donc, je disais, 90 778 demandeurs en 2023 pour 183 500 logements sociaux. Un turnover qui est à 7. En 2018, on avait un turnover à 11. Le premier constat, c'est on ne sort plus du logement social. Le locatif social ne joue plus son rôle de tremplin qu'il pouvait avoir auparavant, où un locataire, une fois sa situation stabilisée, pouvait ensuite aller soit dans le locatif privé, soit accéder à l'accession privée. Là, on constate vraiment un parcours résidentiel qui est bouché de plus en plus. La carte 2022-2023. Donc, les couleurs ne sont pas forcément les mêmes, mais tout ce qui est en rouge, c'est une augmentation de plus de 30% encore des demandeurs. Sur ce qui est en orange un peu plus foncé, c'est de 20 à 30%. On constate vraiment la zone littorale, sur tout le sud, la zone où on nous accueille aujourd'hui, une grosse augmentation, mais aussi un axe Saint-Brieuc-Vannes, l'axe Loudéac-Rennes-Vitré, et sur toute la pointe finistérienne. Cette carte, gardez bien là en tête, je vous montre juste après la carte de l'emploi des usines agroalimentaires bretonnes. Donc on a toujours l'axe Saint-Brieuc-Loudéac-Vannes, on a l'axe Loudéac-Rennes-Vitré, et on a des points Quimperlé, Lorient, Quimper, Brest. Donc, regardez, c'est exactement les mêmes points. Donc c'est pas toujours un peu dans cet objectif de démystifier un peu ce qu'est le logement social. On ne va pas loger là les plus pauvres, on ne va pas loger des personnes qui sont assujetties à tous les minimums sociaux. C'est des travailleurs qui sont nos demandeurs de logements sociaux, c'est des travailleurs qui sont nos demandeurs dans le locatif, mais aussi dans l'accession. Donc accueillir du logement social, dédiabolisons-le, ce n'est pas accueillir toute la misère sociale. Bien au contraire, c'est accueillir des gens qui travaillent le plus souvent sur notre territoire. C'est accueillir les gens qui font vivre à l'année notre territoire. J'ai passé quelques jours à l'Esconil pendant mes vacances de février. J'étais sidérée. En 2 ans, j'y vais assez souvent,
Là, j'étais pas revenue en hiver depuis un moment. 9 maisons sur 10 étaient fermées. 9 maisons sur 10. J'échange tranquillement avec les commerçants. Une boulangerie sur 2 a fermé. J'échange avec le Super U qui cherche, lui, maintenant un boulanger pour subvenir aux besoins et qui dit, malheureusement, je ne peux pas loger. J'ai des boulangers qui viennent, qui candidatent, mais je ne peux pas loger cette personne. Je ne peux pas les loger parce qu'il n'y a plus de locatif privé et il n'y a rien d'abordable sur le territoire ou dans les alentours sans qu'il fasse passer son salaire dans l'essence et pour qu'il puisse venir dans des conditions agréables au travail. Je ne veux pas faire de misérabilisme, mais la tension est là. La tension est aussi bien sur le privé que sur le social. On paye aussi dans cette explosion de la demande, certes, une paupérisation, mais aussi, à mon sens, les mesures sur les passoires thermiques. On le voit, et je regardais dans les résultats de l'évolution de la demande, il y a 2 ans, il y avait 2% des raisons de faire une demande en logement social qui étaient le propriétaire récupère son bien. On est à 9%. On a triplé en 2 ans. C'est un signal faible, mais le risque, c'est que ça soit la tendance et qu'on voit ce chiffre exploser. Donc, on paye ça et bien entendu, on paye l'explosion des prix du privé, du foncier et l'augmentation des loyers dans le privé. Donc, le logement social est là et une des solutions. Donc, l'idée, c'est d'échanger là sur la réalité des uns et des autres. On ne va pas faire de misérabilisme. La situation est tendue, mais on est au service des territoires, comme on l'a toujours dit, et on le sera encore demain. L'idée, c'est d'avancer ensemble, de construire ensemble et de trouver des leviers communs. Je vais commencer, André, tu es à ma gauche, par toi. Est-ce que tu peux nous exposer rapidement quelle est la réalité d'un organisme HLM en ce moment ? Tout à fait, Pauline. Ça va pas être simple. Il y a la réalité de l'actualité, je pense. La réalité d'un organisme HLM, ça reste quand même d'être un acteur prégnant dans le parcours résidentiel, hein, très clairement. On l'a rappelé, hein, ça a été rappelé aussi à plusieurs titres. Voilà, pour loger les personnes, bien évidemment, un revenu modeste. Et puis, comme le dit bien VO, le faire aussi qualitativement. Donc, je pense que c'est quand même un préalable qu'il est quand même intéressant de poser. Ça reste quand même une réalité. Par contre, on est, nous, organisme HLM, frappés par une réalité depuis quelques années quand même, avec un contexte voilà, de tension sur le marché immobilier, hein, qui est clairement lié aussi voilà, à un dynamisme fort de la région Bretagne. On est impacté très fortement dans nos capacités à faire et à mettre à disposition notre offre, hein, l'offre qu'on a pu voir lors de la précédente présentation, hein, avec une augmentation des coûts de travaux qu'on constate depuis maintenant près de 3 ans. Nous, nos chiffres, c'est 20% par année d'augmentation depuis 3 ans. Donc là, voilà, ça obère aussi de nos capacités à faire, nos capacités aussi à être innovants. Et puis, voilà, cet allongement des délais de production ne répond pas et n'est pas en adéquation avec les besoins toujours croissants que tu as présentés tout de suite. Et puis, un autre point vient fragiliser aussi notre environnement, et particulièrement en accession, c'est le financement. Alors, je sais qu'il y a une table ronde sur le financement, mais en tout cas, on a une augmentation voilà, du taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui sont en train aussi de couper une frange des accédants à l'achat et à l'achat à conditions facilitées. Très bien, merci beaucoup pour cette entrée en matière.
Stéphanie, vous qui êtes élue d'une commune qu'on connaît tous et dans laquelle on aime aller se promener, quelle est votre réalité aujourd'hui d'édile et de comment on répond un peu aux différentes questions du territoire, de ses habitants, de ses commerçants? Alors, bonjour à toutes et à tous. La réalité, elle est difficile. Voire dramatique. Voilà. Saint-Pierre, c'est une petite commune littorale, hein, mais je pense que tout le territoire de l'Interco est touché, à part vraiment les communes du nord du territoire, mais la grande partie des communes d'ACTA sont touchées par ce phénomène de raréfaction de foncier, d'augmentation des prix, notamment depuis le Covid. Une espèce de frénésie immobilière où les terrains n'ont plus de prix. Hein. Aujourd'hui, on est pour un terrain extrêmement basique sur le bord de la route, pas spécialement joli, on est à 500 mètres carrés, 250 000 euros. Voilà. Et ça, c'est pas trop cher. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est impossible pour les locaux de se loger aujourd'hui. On a un déséquilibre qui est de plus en plus prégnant entre les résidents à l'année et les résidences principales. On a le phénomène des meublés touristiques qui nous impacte très très fortement. Donc là, on est en train on est sur la toute dernière phase je regarde ma collègue Marianne, qui a beaucoup travaillé sur le PLH. On est sur vraiment la finalisation du PLH qui devrait être adopté, on l'espère, en juin de cette année. On a beaucoup travaillé sur toutes ces problématiques pour vraiment coller aux réalités de terrain. On n'a pas fait un PLH hors sol. On a vraiment fait un travail de dentelle, presque commune par commune, pour voir les spécificités de chaque collectivité. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, qui est une situation, vous le rappeliez, difficile, sans vouloir noircir le tableau, mais être quand même dans une certaine lucidité. Donc la situation, elle est difficile. Hein, on l'a vu, des coûts de construction qui explosent, une raréfaction aussi des matériaux. Hein, on l'oublie, mais on a quand même une grosse problématique de filière en France. On parle de réindustrialisation, hein, mais c'est aussi une problématique d'approvisionnement pour les personnes qui construisent aujourd'hui. On a le taux du livret A qui remonte, donc ça ne nous aide pas. Voilà. Et puis, on a la ZAN à prendre en considération. Donc, zéro artificialisation nette qui crispe beaucoup les élus. Et on peut le comprendre, hein, parce que sa mise en œuvre aujourd'hui apparaît extrêmement difficile. Néanmoins, c'est une nécessité absolue. Hein, on voit le dérèglement climatique, Hortense le rappelait, mais on voit le dérèglement climatique qui s'accélère, et je pense que les modélisations qu'on a aujourd'hui sont encore en deçà de ce qui risque de nous arriver. Donc si là on n'est pas dans une extrême lucidité, à voir loin, pas voir que notre petite échelle bretonne, parce que notre échelle bretonne, elle va subir directement ce qui va se passer sur l'ensemble du territoire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a beaucoup de gens qui remontent du sud de la France, par exemple. J'ai beaucoup de gens qui s'installent chez nous, qui viennent du Var, parce qu'il fait trop chaud. Ils nous le disent clairement. Donc on va avoir, je pense, des mouvements démographiques comme ça qu'il va falloir anticiper, et l'attractivité de la Bretagne risque encore de s'accélérer. Donc c'est à nous d'anticiper ça. Et du coup, la ZAN, mais par exemple pour toutes les communes littorales, dont la mienne, enfin on est 4 communes dans le Morbihan, mais je pense que ça va augmenter, a été inscrite dans le décret sur l'érosion côtière. Je lance une étude cette année, et il va aussi falloir réfléchir aux zones de repli. Donc vous voyez, en termes de logement, on va être coincé entre la ZAN, l'érosion côtière pour les communes littorales, avec des problématiques vraiment extrêmement importantes, aussi bien dans le cadre du logement de nos habitants, mais également sur les équipements publics. Ça risque de crisper un petit peu. Voilà. Et c'est pas si loin, hein. On est sur l'étude, là, la projection, elle est sur 30 ans. Ouais, donc c'est une génération. Et donc, du coup, pour répondre aux besoins de nos habitants, qui est vraiment criant, hein, on a une demande de logement social qui a explosé, qui est à 8 pour un logement aujourd'hui, hein, ce qui est quand même très élevé. On a essayé de réfléchir, voilà, avec un PLH
assez... il n'y aura pas de baguette magique, il n'y a pas de produit miracle. Donc c'est la multiplicité des outils qu'on va mettre en place qui vont faire qu'on va essayer d'améliorer la situation. Voilà. Donc on travaille sur le BRS, on travaille sur les meublés touristiques pour essayer de réguler comme on peut, mais on n'a pas d'outils aujourd'hui, objectivement. Si le législateur ne nous accompagne pas, notamment par la fiscalité, on n'y arrivera pas. On fait des usines à gaz dans le Pays Basque, ils font ce qu'ils peuvent. À Saint-Malo, ils font ce qu'ils peuvent. Ils essuivent les plats, là, en ce moment. Hein. Mais on voit bien que ce n'est pas satisfaisant si on n'a pas vraiment... Je pense que la fiscalité, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide. Et souvent, c'est extrêmement efficace. Voilà. On travaille énormément sur la rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce que loger les gens, c'est produire du logement, mais pas que. Parce que produire du logement, ça veut dire artificialiser. Donc, il y a un moment, il va falloir aussi se poser la question, comment on habite aujourd'hui ? Comment on vit ensemble aujourd'hui ? La ZAN, c'est hyper contraignant, mais encore une fois, on ne va pas y échapper. Et il faut l'intégrer et vraiment, je pense, se dire que c'est l'occasion de changer de modèle. Dans notre urbanisation, repenser la densité, essayer d'amener une densification des villes douces. On peut le faire. La densification ne veut pas dire horrible promiscuité invivable. Il faut vraiment changer de modèle. Et le problème, c'est qu'il faut changer de modèle vite. Complètement. Juste pour en revenir à la fiscalité des meublés touristiques, je crois qu'il y a une étude de l'Inspection générale des finances qui est sortie lundi, où on peut voir peut-être la lumière arriver, où ils demandent aux législateurs de revoir la fiscalité. Et après, on verra jusqu'où ils sont capables d'aller, parce que ça reste une manne financière quand même extrêmement importante. Il va y avoir des choix, hein. Des choix politiques. Hein. Soit on veut loger les gens, soit il va y avoir des gros soucis, ça va cliver socialement, et c'est en train de cliver, on l'a vu cette nuit. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut prendre le taureau par les cornes aussi. Hein. Aujourd'hui, par exemple, sur les communes littorales de mon interco, on est entre 67 et 70% de résidents secondaires. Il y a un moment, c'est quoi le plus important ? L'équilibre démographique de vie d'une ville, c'est le fondement de sa propre existence. Vous voyez, en Suisse, ils ont dit, au-delà d'un certain pourcentage de résidents secondaires, on considère que ça déséquilibre la vie et l'économie de notre ville. Par conséquent, on n'est pas d'accord. Voilà. Aujourd'hui, 70% de résidents secondaires sur une collectivité. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, hein, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Et les meublés touristiques, encore une fois, c'est un vrai problème. Mais les logements vacants aussi, les problématiques d'appartements ou de maisons qui ne sont pas rénovées énergétiquement, là, il faut mettre le paquet, là. Parce que là, on a un gisement de logements qui est considérable. Hein, qui est considérable. Et on se prive de ces logements, c'est vraiment extrêmement dommage. Mais comme les meublés touristiques, et les meublés touristiques, ce sera la fiscalité, j'en démords pas, qui fera basculer les choses. Mais c'est aux politiques aujourd'hui de nous aider, nous, collectivités. Soit ils nous aident, soit on décentralise. Mais à un moment, nous, on est au milieu. On n'a pas vraiment les outils, on bataille. Là, on a beaucoup travaillé sur un PLH, mais en essayant de jouer sur plein de choses, sur la réno, sur le maintien à domicile pour les personnes âgées, sur la création de foyers jeunes travailleurs pour nos saisonniers, parce qu'on n'arrive pas à les loger et que nos entreprises n'arrivent plus à recruter. Donc on a des restaurants l'été qui n'arrivent plus à ouvrir 7 jours sur 7 en pleine saison, alors qu'ils ont 3 ou 4 mois, voyez, pour économiquement assurer le reste de l'année. Donc on voit bien que le logement est vraiment la pierre angulaire de l'équilibre social et économique d'un territoire. Et s'il y a un sujet à bichonner, c'est celui-ci. Et il a été malheureusement complètement absent de la dernière campagne présidentielle. J'ai trouvé ça profondément affligeant parce que nos concitoyens sont aujourd'hui dans une grande difficulté. Voilà. Et un phénomène tout bête, mais qu'il va falloir anticiper grandement, et je ne suis pas sûre qu'on le fasse à la hauteur de ce qu'il faudrait.
le vieillissement de notre population, notamment le Morbihan, qui est l'un des départements les plus vieillissants de France. Déjà, il va falloir avoir des structures pour prendre en charge ces personnes âgées, qu'elles soient valides, donc dans des résidences seniors où elles n'ont plus envie d'être dans leur grande maison, mais plutôt ensemble, mais où il n'y a pas besoin de soins, dans les EHPAD, où là, il va falloir apporter des soins médicaux à ces personnes. Mais qui travaille dans ces résidences seniors ? Qui travaille dans ces EHPAD ? Comment loger tous ces Qui travaille à domicile pour aider les personnes ? Il va falloir les loger, ces personnes. Mais ces personnes, elles gagnent entre 1300 et 1600 euros par mois. Complètement. Et c'est la cible. C'est la cible. Et ce sont souvent des femmes. Alors, pour un peu qu'elles soient mamans célibataires, vous voyez le désastre. Ouais. Je pense que Bruno Fievé peut nous en parler, parce que on en parlait il y a peu. Les familles monoparentales avec enfants, c'est la cible et c'est une des demandes importantes du moment. Oui, j'ai trouvé. Alors, avant de répondre à ta question, je voulais rebondir sur ce que disait ma voisine, c'est que effectivement, on doit être partenaire. Et l'intérêt du monde HLM, c'est sa grande agilité et sa compétence. Agilité parce qu'une bonne connaissance des territoires. Agilité parce qu'on est sur des formes, Patrick le rappelait tout à l'heure, des formes diverses d'organismes, mais qui sont aussi adossés à ces marchés et aux élus que vous représentez à cette table ronde. Et donc, on a vraiment toute vocation à participer à l'élaboration de ces PLH. Et souvent, l'accession sociale, alors c'est pas vrai sur tous les territoires, on a des prégnances très différentes selon l'acuité des problématiques qui arrivent. Certains s'en sont dotés il y a fort longtemps, on évoquait Rennes évidemment, mais pas que. Il y a des territoires moins tendus, moins métropolitains qui en ont fait, qui s'en sont emparés. Mais on est le doigt sur la couture, on est prêt à travailler avec vous parce que je pense qu'on a de la compétence, on comprend vos problématiques et on les partage. Enfin, tout ce que vous avez dit sur la nécessité de loger les plus modestes et les gens en situation de trouver un emploi, parce que si on n'a pas de logement, on ne trouve pas d'emploi. Bon, voilà, c'est un peu. Et donc, je rebondis sur la question que tu m'as posée, Pauline. Oui, l'accession sociale, et notamment à travers le PSLA, puisque c'est quelque chose que l'on pratique, et c'est quelque chose qu'on retrouve au-delà même de la Bretagne. Je dis parfois à mes collaborateurs qu'on pourrait être une agence matrimoniale, puisqu'on a à peu près 70% de nos acquéreurs qui sont des femmes seules, avec enfants, et qui trouvent dans la production que nous faisons un logement de qualité, charge de chauffage maîtrisée, souvent en urbain ou en périurbain, donc à proximité, je dirais, de tout ce qui fait qu'on peut amener les enfants facilement à l'école, aller au commerce en rentrant du boulot, etc. Et avec souvent, parfois, un petit apport personnel, c'est singulier à Bretagne, on a dit qu'il y a une prégnance de l'accession sociale, on est sur une terre d'accession, des gens qui revendent, séparation, c'est aussi un phénomène sociétal fort, avec un petit apport personnel qui, jusqu'à présent, mais les choses sont en train de changer très fortement. André-Yves le rappelait, les problèmes de financement, mais ça c'est la seconde table ronde, avec un petit apport personnel qui, au regard des taux qui jusqu'à présent étaient encore contenus, faisait qu'il y avait, avec un salaire de l'ordre de 1600 ou 1800 euros par mois, la capacité de se loger dans de très bonnes conditions. Ça c'est quelque chose qui tend à disparaître, parce que effectivement le financement n'est plus au rendez-vous et c'est fort problématique. Tout à fait. Et donc dans toute cette problématique et cet enjeu climatique, on a dans l'esprit devenir propriétaire, c'est avoir son pavillon. Donc comment, avec l'urgence climatique, le ZAN qui vient aussi, et encore les périmètres méritent encore d'être posés, comment on arrive à répondre à cette demande, à expliquer, à accompagner une personne qui vient vous voir en disant bon, ça va être compliqué le pavillon avec le petit jardinet, par contre on peut réussir à faire du collectif. Donc comment on arrive à avancer cet argument auprès des futurs accédants, mais aussi des collectivités, parce que certaines collectivités posent des
certaines règles aussi en termes d'urbanisation. On a un petit projet, par exemple, à Saint-Pierre là-dessus. On vient de préempter sur 2 petites maisons qui n'étaient plus habitées depuis une dizaine d'années, comme on a souvent sur la commune. Donc, je l'avais repérée depuis un petit moment, je la guettais. Et puis voilà, on a réussi à préempter. On a 1000 mètres carrés en centre-bourg, donc ce qui est vraiment très très bien. On va garder l'une des maisons, on va raser l'autre et on va faire un petit collectif. Donc, on travaille main dans la main avec un bailleur. Et on va essayer d'inclure 3 BRS dans cet ensemble de 21 logements. Donc on va passer de 2 maisons à 21 logements. On va travailler sur des matériaux biosourcés, la récupération d'eau de pluie. On va essayer d'avoir un petit coin espace vert, petit coin jardin partagé. On va essayer de penser le bâtiment pour créer le maximum de sociabilité et pour rappeler qu'on peut être propriétaire dans un petit collectif qui sera bon, dans lequel il fera bon vivre. Voilà, à 2 pas des écoles, à 2 pas du centre-bourg. Mais vraiment, on réfléchit depuis le départ sur ce projet pour... il ne faut pas qu'on se trompe en fait sur ce projet, parce que moi j'ai envie qu'on prouve que le collectif, un petit collectif sympa, bien monté, ça peut être super. Voilà, et que le bonheur ne réside pas que dans le modèle archi-français du pavillon, avec des lotissements à perte de vue, qui consomment énormément de foncier et souvent du bon foncier, malheureusement. On ne peut plus continuer dans ce modèle-là. Et il y a un travail qui est vraiment très important avec les bailleurs, avec les architectes, sur les nouvelles formes urbaines. Vraiment, notre salut, il est là. Il faut qu'on soit inventif, créatif pour repenser l'habitat d'aujourd'hui. Alors, sur cette petite expérimentation à Saint-Pierre, et puis je suis sur une autre, on est très à l'affût pour répondre aux besoins de nos habitants, des moindres, je dirais, maisons ou terrains qui peuvent se libérer et auxquels on peut accéder. Si le PF, par exemple, nous accompagne sur cette opération, sans quoi on ne pourrait pas. Et on a mis en place sur ACTA ce qu'on a appelé ACTA Foncier, qui est un dispositif qui est là pour aider les collectivités à avoir la maîtrise publique de leur foncier. C'est-à-dire que quand on a un grand foncier qui part, ACTA se positionne, soutient la commune pour qu'elle puisse son opération, et puis pour qu'elle puisse acheter le foncier et faire des réserves foncières pour créer du logement, mais peut-être aussi plus tard, peut-être pour de futurs équipements publics. Parce que là, on n'a plus du tout la maîtrise du foncier. Et le nerf de la guerre, il est aussi sur la maîtrise du foncier. Et donc, on a débloqué un budget de 18 millions d'euros sur l'ensemble de la durée du PLH sur 6 ans, 3 millions à peu près par an, pour pouvoir accompagner les communes et capter ce foncier-là. Complètement. Renaud ? Oui, pour compléter ce qui est dit, c'est qu'on est quand même dans un changement de paradigme. Ça a été évoqué, quoi. Et ça, que les collectivités s'en emparent, c'est très bien. Que nous, organismes HLM, dans notre diversité, on s'en empare, bien évidemment. Mais contrairement au locatif social, où on a une clientèle relativement captive, pour des raisons qu'on connaît tous, de nécessité et de loyer offert, en accession sociale, on est quand même confronté à une réalité de marché, quoi. Et une volonté d'acheter. Et là, il faut arriver à convaincre, c'est tout la difficulté, à convaincre que l'habitat plus collectif peut être accepté. Alors ça passe nécessairement par l'ensemble des mesures qui ont été évoquées, une maîtrise foncière, parce qu'aujourd'hui on est aussi dans une RE 2020, on est dans une augmentation des coûts de production qui font que au-delà de la nature de l'habitat, il faut qu'on arrive à sortir des prix attractifs. Et qu'on a beau faire sur le papier de très très beaux projets qui correspondent à toute l'ambition qu'on vient d'évoquer, si on n'a pas d'acquéreur en face, c'est un échec. C'est un échec parce que la plupart des organismes vont le transférer éventuellement en logement locatif, on a déjà vu ça. Je me trompe en accession, je le transfère en locatif, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de trouver de la mixité dans la production de logements telle qu'on l'a envisagé et telle qu'on l'ambitionne. Alors, je pense que, moi j'ai aussi un exemple. Sur Saint-Brieuc, on a répondu à un appel à projet. On a une école maternelle. Initialement, la mairie avait pensé faire, il y a un très beaux arbres, pensé faire des logements individuels. On a répondu en collectif.
déjà, les élus nous ont regardé, le maire, en disant bon, même s'il avait dit plus de petites maisons dans son discours électoral, finalement, on a remporté le concours et on va faire un parc qu'on va délivrer puisqu'il y a aussi les problèmes climatiques, donc d'urbanisation un peu moins dense, dense en termes de laisser des espaces boisés, arborés aux populations. Mais on voit bien que c'est progressif. Et le montage de ces opérations sont des montages longs. On est, si je vois, on en parlait avec André-Yves au café, durée d'une opération 5 ans, il y a 4 ans, maintenant c'est presque 8 ans. Quoi. La duration des opérations, elle devient, sans compter les recours, etc., ça devient extrêmement complexe. Quoi, hein. Donc, pas que, mais ça se multiplie, hein, ça devient un sport national, hein, parce qu'évidemment, quand on fait du collectif à côté de maisons individuelles, ça peut crisper. Et donc il faut aussi là de la pédagogie, rencontrer avec les élus les riverains de telle manière à pouvoir accepter ce type de production. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore directement, même si vous l'avez abordé un petit peu, c'est la réhabilitation. C'est le corollaire du ZAN, avec l'acquisition-amélioration en accession à la propriété. Il y a eu pas mal de projets, notamment Cœur de Ville, où notamment la Banque des Territoires a été partie prenante. Hein. C'est quand même 4,5 milliards qui ont été mis à disposition avec l'ANA sur la table. La fin de la période 2022, on sonne la première version, qui a surtout profité au locatif social, il faut bien dire, au niveau national, hein. Très peu à l'accession, parce qu'on était contraint et que l'accession reste encore le parent pauvre des aides, malheureusement. Donc je milite fortement auprès des élus pour soyez dynamiques, on est prêt à vous aider et à renforcer tous les outils qui pourraient venir faciliter l'accession sociale, parce qu'elle a des vertus évidemment, cette accession sociale, dans le parcours résidentiel. Merci Bruno. Donc André-Yves, là, on a tendance à mettre organisme HLM, promoteur privé. Auparavant, on voyait vraiment la différence. Aujourd'hui, on entend augmentation des coûts de construction, explosion du foncier. Qu'est-ce qui fait que nous, organismes, on peut réussir à sortir encore aujourd'hui du logement abordable? Quel partenariat on entreprend en fait pour réussir à être en deçà des prix du marché et réussir à faire un peu la guigne aux promoteurs privés qui rencontrent exactement les mêmes difficultés que nous? Sur quoi on se base pour sortir du logement abordable aujourd'hui? Sur quoi on se base? Une donnée d'entrée qui est quand même très importante, c'est le coût du foncier. Hein. Aujourd'hui, il y a sa raréfaction. Vous avez abordé tous les deux le sujet. Vous l'avez dit particulièrement, Madame Doyen, c'est assez significatif. Le prix du foncier, mais sur vos communes littorales, mais sur d'autres aussi. Aujourd'hui, il y a une vraie course au foncier, il y a une concurrence qui est extrêmement forte avec le développement de moyens, d'équipes sur le territoire. Et donc nous, il faut aussi qu'on fasse valoir notre modèle auprès des collectivités, auprès des organismes qui pourraient aussi nous accompagner pour libérer du foncier et puis faire valoir notre modèle. C'est aussi montrer l'intérêt demain de permettre à tout un chacun de travailler près de sa zone d'emploi, de réduire les consommations de carburant. Bon, tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, nous, on intervient, dans un environnement qui nous pousse à être, inventif, innovant,
montrer très clairement ce que l'on sait faire et puis agir en partenariat, notamment sur le conseiller les collectivités, vos services aussi, les services des communes pour participer à la maîtrise foncière, parce que la maîtrise foncière c'est pas simple, ça se fait dans la durée. Et en plus, il y a un point qui est très important, c'est qu'il faut avoir des moyens pour cette maîtrise foncière. Et je pense que là, c'est une problématique qui est vraiment devant nous. Et donc, nous, comment on existe ? Eh bien, c'est qu'on a des modèles qui sont moins mercantiles, même si toutefois, il faut qu'on produise pour pouvoir produire demain. Donc, moi, je crois qu'on se distingue très clairement de cette manière. Aujourd'hui, on n'est pas en concurrence clairement de la promotion privée, mais on doit savoir vivre avec eux. Oui. Stéphanie, je reviens, vous évoquiez tout à l'heure votre PLH et je sais qu'il y a de nombreux élus et tout le monde est là à essayer de trouver la solution qui nous permette justement de maîtriser ce foncier. J'entendais de la préemption tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petits tips aux élus ici présents pour ce qui est possible de faire, ce que vous avez écrit comme mesure pour faciliter le logement abordable, l'arrivée de l'accession sociale sur le territoire d'Acta ? Alors, chaque territoire a ses spécificités. Donc, ce qui fonctionne dans un territoire peut ne pas être d'une efficacité redoutable dans un autre. Moi qui ai découvert, comme jeune élu depuis 3 ans, la problématique du logement, qui est très vaste, très technique, très complexe, en fait, je pense que déjà la clé, c'est de coller à la réalité. De ne pas partir dans des choses très fumantes, vraiment coller à la réalité de son terrain et aux besoins des gens. Nous, notre problématique, c'était par exemple les personnes à besoins spécifiques, personnes âgées, porteuses de handicap, les saisonniers. On avait vraiment une problématique là-dessus. Et puis sur nos jeunes actifs, parce qu'il y a du travail chez nous, mais il n'y a pas de logement. Et du coup, là, c'est extrêmement compliqué, parce que si on couple à ça une vraie problématique de mobilité, on n'a pas de transport en commun, on a des axes ultra fréquentés l'été, donc c'est vraiment extrêmement difficile. Donc on a essayé de travailler vraiment sur ces axes-là. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, l'une des grosses problématiques, c'est la maîtrise du foncier. Donc on a créé Acta Foncier, avec 3 millions d'euros par an, 18 sur l'ensemble du PLH, pour vraiment aider les territoires à ne pas laisser filer leur foncier qui est racheté à prix d'or par les promoteurs privés qui, pour certains, ont peu de limites. Là, on vient d'accompagner Erdeven, par exemple, sur une grande surface près du centre-bourg. On vient d'accompagner Watt pour le rachat d'un hôtel, par exemple, pour maintenir l'activité économique. On vient de racheter la maison des Salines entre Carnac et la Trinité pour créer un foyer jeunes travailleurs pour nos saisonniers. En fait, il n'y a pas de recette miracle, c'est une multiplicité de petites mesures qui va faire que petit à petit, on arrive à répondre aux besoins de la population. C'est les petites... là, dans le PLH, on a voulu revoir à la hausse toutes nos aides pour les bailleurs dans le cadre des opérations à venir. On a augmenté nos aides pour l'accompagnement des particuliers dans le cadre des rénovations. On a créé la maison du logement. Donc la maison du logement, par exemple, c'est vraiment une structure qui pourrait être déployée dans toutes les intercos de France. Honnêtement, c'est extrêmement utile. C'est un guichet unique pour tout ce qui a trait au logement et les gens l'ont vraiment identifié. On est victime de notre succès un petit peu, du coup, mais c'est une vraie réponse pour les gens. Parce que c'est très compliqué le logement. Ma prime rénov, ma prime rénov sérénité, vous voyez, il y a un tas de choses. Donc on a les saisonniers qui nous appellent, on a les chefs d'entreprise qui nous appellent pour voir quel est notre gisement de logement à pourvoir. Il y a tous les particuliers pour tout ce qui est réno, etc. Donc en fait, il faut vraiment être dans l'accompagnement autant que possible des collectivités, des élus, mais aussi des administrés.
ça, c'est les grandes mesures qu'on a mises en place. On est sur une production de 750 logements par an à peu près, sur l'ensemble, par an pendant 6 ans. Donc c'est quand même assez ambitieux, avec des taux de 40 à 50% par commune. Voilà. Mais il faut jouer collectif. On voit très régulièrement les bailleurs. On n'y arrivera pas tout seul. On voit très régulièrement notre ami Monsieur Besson de la Banque des Territoires. Et on dit que c'est les femmes qui parlent. C'est ça. Hein, on a 3 pipelettes devant. Alors là, je ne sais pas si vous les entendez. Parce que 3 petites pipelettes. Incroyable. Hein, depuis le début. C'est incroyable. Je parlais de vous, Monsieur Besson, que vous alliez nous apporter un accompagnement formidable sur la création de BRS. Mais c'est la prochaine table ronde, voilà. Mais c'est le financement, le zonage. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'était la solidarité des acteurs. Parce que le logement est éminemment complexe et on n'y arrivera pas tout seul, les collectivités d'un côté, les bailleurs de l'autre. Voilà. C'est un travail vraiment solidaire qui est là, qui existe, parce que tout le monde veut bien faire et tirer la charrette dans le bon sens. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup. Donc on retiendra la bourse pour vous aider à préempter, à acheter le foncier. Ça peut être une idée pour... Ça, c'est un vrai levier. C'est un vrai levier en complémentarité avec l'EPF. Tout ce qui est centre-bourg, on invite les collectivités à prendre la tâche. On a la chance d'avoir un EPF, donc autant s'en servir. Et tout ce qui est hors giron EPF, ACTA essaie d'accompagner autant que possible avec le dispositif ACTA foncier. Et un autre dispositif qui est extrêmement utile, la maison du logement. Complètement. Merci. On a parlé besoin. Maintenant, en termes d'aménagement, d'accompagnement, on parlait d'organismes solidaires. Les organismes HLM ont cette compétence de maîtrise d'œuvre et cette compétence d'aménagement de plus en plus dont on va avoir besoin, surtout demain avec le zéro artificialisation net. Il va falloir qu'on vienne proposer des choses et plus simplement des logements, mais on parle d'aménagement, on englobe et on prend tout le territoire de vie, tout le bassin de vie, et qu'est-ce qu'on peut proposer aussi en tant qu'organisme à nos chers élus et au territoire sur lequel on travaille. Bruno, est-ce que on a au niveau national toujours un débat VEFA, maîtrise d'œuvre directe? Le territoire breton, de tout temps, n'a fait que très peu de VEFA. Je ne sais pas si tout le monde voit un peu ce qu'est la VEFA et ce qu'est la maîtrise d'œuvre directe. Bruno, je te laisserai... préciser, maîtrise d'ouvrage, pardon, direct. Je te laisserai préciser, mais quelle est la plus-value qu'un organisme a à favoriser la maîtrise d'ouvrage direct par rapport à la VEFA? Alors, et comme tu l'as dit, on est en Bretagne, donc c'est facile. Je serais en région PACA, je serais bien plus embêté de répondre à ta question. Pour info, en PACA, ils font 75% de VEFA. Et en Bretagne, nous sommes à 32%. Voilà. Alors, force est de constater quand même que c'est une tendance qui va grandissante pour une raison première, c'est que on a une contrainte, nous, qui est une contrainte liée à notre ADN et puis à une contrainte réglementaire qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Non pas que les promoteurs fassent n'importe quoi, mais la seule contrainte qu'ils ont en bas, eux, c'est une marge qui est validée par un banquier ou pas, puisque le banquier va prêter ou ne pas prêter au promoteur, et puis la réponse à un marché. Alors nous, on a évidemment cette contrainte d'équilibre des opérations avec des taux de marge qui n'ont rien à voir, mais ça, André l'a rappelé dans son propos, rien à voir avec ce que la promotion privée peut apporter. Mais on a des contraintes réglementaires qui font que la manière dont on consulte les entreprises, la manière dont on va prendre un architecte, la manière dont on va travailler globalement, sont d'abord des délais plus longs de mise au point des dossiers et des coûts parfois supplémentaires, il faut bien le dire. La contrainte de la commande publique, elle existe en logement locatif social, elle peut exister en accession sociale à la propriété de la même manière. Ce qui fait que ça donne un petit avantage comparatif pour les promoteurs qui peuvent effectivement
au titre des services de mixité que leur imposent les collectivités, de donner une capacité à vendre des logements, soit des logements destinés à la location, soit des logements qui pourraient être destinés à l'accession sociale. Le risque qu'on a de répondre systématiquement oui à ces possibilités, c'est de déshabiller nos savoir-faire en termes de collaboration, de collaborateurs en interne, et de se retrouver dans un délai relativement court finalement, avec une incapacité à savoir produire et à n'être plus que des organismes de gestion de logement, qu'ils soient locatifs ou accession. C'est une perte d'ADN fondamentale, quoi. Nous, nos collaborateurs, nos organismes, nos conseils d'administration sont aussi attachés à faire que le produit, on le bâtisse en collaboration avec les élus, que la préoccupation, elle est encore peut-être presque plus forte chez les coopératives, puisque Patrick le rappelait, je ne peux pas m'empêcher de prendre une petite casquette coopérative, sont porteurs d'une part sociale et donc sont nos patrons quelque part. C'est eux qui détiennent majoritairement le capital de nos organismes. On ne peut pas se désolidariser du fait que la préoccupation de l'acquéreur, elle doit être omniprésente. Non pas que le promoteur ne le fasse pas, mais aujourd'hui, la grande majorité des promoteurs faisaient du Pinel. Alors Pinel, on a surtout un produit de défiscalisation, on a des cuisines en fond de séjour qui font 7 mètres de profond, on a un simple éclairage, on n'a pas de logement traversant, enfin bon, on pourrait y aller à l'envie, j'espère qu'il n'y a pas de promoteur, puis s'il y en a, tant pis, j'assume mon propos. Donc on est sur un produit, j'ose le dire, moins qualitatif. Mais pour autant, ça peut être une solution qu'on ne peut évincer, puisqu'il y a des servitudes de mixité qui peuvent être, à juste titre, imposées par les collectivités, qui ne sont pas forcément faites de façon très fine. C'est-à-dire, quand je dis fine, ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est-à-dire qu'on va dire, il y a un immeuble collectif, et là-dedans, il faut qu'il y ait 30% ou 20% d'accession sociale. Bon, on ne fait pas de dissociation, donc il y a un seul maître d'ouvrage, il vend. Ensuite, l'organisme HLM achète pour relouer ou pour revendre sous forme de PSLA, et puis ça fait la maille. On pourrait peut-être imaginer de mettre à disposition du foncier qui permettrait à l'organisme, voire faire de la VF1 inversée, mais qui permettrait d'avoir un organisme HLM qui serait partie prenante en copromotion ou pas, mais qui aurait la main sur la production du logement qu'il veut faire. Bon. Souvent, on passe par le promoteur privé parce que s'il a une capacité de maîtrise du foncier plus importante que nous l'avons, nous. C'est la base. C'est toujours le foncier, quoi. La base du truc, c'est avoir la capacité de maîtriser du foncier de telle manière à pouvoir sortir des produits à un prix intelligent parce que correspondant à une solvabilité des ménages, et puis parce que ça participe aussi à atténuer un petit peu l'évolution des prix sur un territoire qui, on l'a rappelé, va grandissant. C'est vrai sur les territoires littoraux, mais c'est vrai aussi sur les territoires qui sont moins en frange littorale. Donc c'est un peu ça, je dirais, aujourd'hui, que de devoir être partie prenante avec les collectivités. C'est bien. On parlait d'agilité tout à l'heure, enfin j'évoquais l'agilité. Je crois qu'on est tous, dans notre diversité, encore une fois, qu'on soit sur des territoires métropolitains ou ruraux, en capacité de proposer des solutions. Ça me paraît important. Très bien, merci. Et avant de conclure, une dernière question qui va faire le lien aussi avec le... Et après, vous pourrez aussi, un public, poser des questions, qui va faire le lien avec la prochaine table ronde sur le financement. On évoque souvent ce zonage qui est obsolète, qui nous met en difficulté dans certaines opérations. André, comment tu peux expliquer quel est l'impact aujourd'hui pour un organisme HLM de ce zonage obsolète dans sa capacité à répondre aux besoins d'un territoire et quel pourrait être le levier in fine, même si je sais qu'on déploiera encore une fois cette question dans la seconde table ronde. Oui, tout à fait. Oui, le zonage, c'est un sujet important. D'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de dire que la petite plaquette que vous avez faite est vraiment très qualitative. On retrouve des éléments de zonage. Et...
Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, on a pu voir que ces zonages, ils existent quand même depuis 2003. Donc, quand tu me poses la question, est-ce qu'ils sont obsolètes ? Je pense que quand on dit ça, on sait, on constate toutes et tous les évolutions sur nos territoires et l'inadéquation complète entre la réalité d'un territoire en 2003 et celle d'aujourd'hui. Et je pense que même déjà en 2010, c'était déjà en voie d'obsolescence. Donc, on peut simplement imaginer qu'aujourd'hui, voilà, on soit plus du tout en prise avec la réalité. Nous, le zonage aujourd'hui, il a des incidences fortes parce que il conditionne nos prix de sortie, nos prix de vente. Voilà, aujourd'hui, on a des communes sur lesquelles le foncier est très cher. Qu'elle soit en zone C, qu'elle soit en zone B2. Donc ça, c'est quand même une donnée importante pour nous dans nos bilans de projet à intégrer. Donc ce foncier est très cher. On a aussi une augmentation des prix de vente sur le marché. Et à cela, dans l'équation que nous, on doit faire pour pouvoir produire, eh bien, on a aussi une augmentation très forte des coûts de construction, alors que nos plafonds ne bougent pas. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, moi, ce que j'observe, alors parfois, on est encore en capacité de faire de la péréquation. C'est là qu'on va être à la frange, je suis désolé, Patrick, entre de l'accession coopérative et de l'accession sociale pure. Mais pour moi, aujourd'hui, en zone B1, on peut encore produire. En zone B2, on peut un petit peu produire. Et en zone C, on ne produit plus. Voilà, ça, c'est une réalité qui est forte, qu'on observe. Et là, très clairement, je pense que on a un travail, on a des messages collectivement à faire passer pour que cette offre d'accession sociale qui a tout son sens puisse s'étendre à l'ensemble des territoires. Donc les critères de 2003, encore une fois, j'en reviens à ça, ne sont plus du tout les mêmes et le dynamisme, les évolutions sociétales, le dynamisme économique, le dynamisme démographique, vous en parliez Madame Doyen tout à l'heure, font que voilà, on arrive vraiment, on sent l'entonnoir. Donc si on n'est pas aidé, si on n'a pas une impulsion, un coup de pouce, eh bien, il y a certains territoires sur lesquels nous, on ne pourra plus produire cette offre d'accession sociale. Et je reboucle avec la VFA, il ne faudrait pas qu'on soit amené à terme à pratiquer plus de VFA et moins de maîtrise d'ouvrage. Pour illustrer juste sur le zonage, par exemple, sur le territoire d'Acta, donc que vous connaissez, qui est extrêmement contraint, on est en C. On n'a qu'une commune qui est en B2, c'est C et B2. Ah oui, pardon, une en B1, c'est Edic. Alors pourquoi pas Watt, ça on ne sait pas. Mais c'est Edic, Belle-Île. Bon, Belle-Île, mais c'est pas la même interco, mais c'est le même territoire. Donc vous voyez l'obsolescence du zonage, qui n'est plus du tout en adéquation aujourd'hui avec la réalité de terrain. Tout à fait. Et puis, qui dit pas de production dit on ne peut pas offrir un toit à des personnes qui en ont besoin. Et c'est toujours ce qu'il faut remettre en perspective, en fait. Oui, on construit, mais avant tout, on est là pour le confort des personnes et leur capacité à aussi avoir un bien qui leur appartient in fine. Et c'est pas parce qu'on est plus pauvre que d'autres qu'on n'a pas le droit à un certain moment de pouvoir acquérir. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'on a des interventions dans le public ? Dominique. Merci. Ce qu'on peut en retirer, c'est que on voit que l'accession sociale à la propriété, on l'a définie éventuellement par le produit, on l'a défini aussi et avec la typologie de la famille qu'on va recevoir. Mais on voit bien entre nous puisqu'on tourne autour de ça depuis tout à l'heure, qu'on l'a défini aussi par rapport au prix auquel on va sortir. On voit bien qu'il y a d'un côté les plafonds, on voit bien qu'il y a les revenus de l'autre côté, donc il y aura un prix. Ce prix, on arrive à être dedans et on correspondra à de l'accession sociale à la propriété ou on n'y arrive pas.
Il y a un sujet qui, pour moi, n'a pas encore été évoqué, c'est que notre force, c'est ce que l'on est capable de proposer, comme on le disait tout à l'heure, c'est notre adaptabilité possible. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'on traite ensemble, puisque je profite de la présence d'élus dans la salle, c'est qu'il faut qu'on traite ensemble ces projets bien en amont. 20% d'augmentation depuis 3 ans chaque année dans les coûts de construction. On sait, les industriels se régalent, nos artisans font ce qu'ils peuvent. Mais on a déjà énormément de réglementations à respecter. On a énormément de normes à respecter. Et quand nous montons un dossier, que nous souhaitons le monter en accession sociale à la propriété, quand parfois, autour d'une table, il y a à peu près 10 personnes pour regarder avec nous ce dossier et que chacun a une demande particulière à nous formuler, parfois sur l'aménagement, parfois sur les matériaux, parfois sur l'exposition, parfois... Voilà, Donc, ça veut dire qu'à un moment, soyons ensemble conscients que pour l'accession sociale à la propriété, le prix de sortie restera majeur. Et qu'il y a le foncier qui est très cher pour nous. Il y a ce qu'on a dit, le coût de construction globalement. Mais on s'oriente de plus en plus et dans les matériaux, dans le biosourcé, dans ce que je partage absolument. C'est une nécessité absolue d'y réfléchir ensemble. L'empilement, l'inflation auquel on arrive pour avoir des prix de sortie qui deviennent des prix de sortie de libre et qui nous écartent complètement de l'accession sociale à la propriété, ça, c'est un sujet commun. C'est un sujet commun entre élus et opérateurs que nous sommes dans la salle. Ouais, juste un petit mot d'abord sur la VEFA, et puis ensuite peut-être sur ce qui a été dit au préalable. La VEFA, effectivement, vous avez rappelé les limites de l'exercice. Le problème ou l'avantage, c'est que malgré tout, ça participe à la production de logements locatifs sociaux et aussi de logements en accession. Retournement de marché, la promotion immobilière, on voit à peu près ce qui lui arrive en ce moment. Moins d'opérateurs, moins d'opérations, moins de logements locatifs sociaux, moins de logements d'accession. L'intérêt de la VEFA, c'est effectivement cette question de foncier, vous en avez parlé, mais c'est aussi la péréquation qu'elle permet. Aujourd'hui, grâce à la protection que nous offrent les PLH, on va acheter à 1700, 1850 euros du mètre. Nos prix de revient, ils ne sont pas à 1850 euros du mètre. Loin s'en faut. Donc il y a une quote-part de financement qu'on oublie, qui est apporté par les promoteurs privés dans nos modèles, qui pris globalement un tiers de la prod, pèse très très lourd à un moment où effectivement taux du livret A, inflation, coût de l'énergie et ainsi de suite. Donc il ne faut pas oublier ça en fait. Si on veut produire plus, et c'est la volonté unanime des élus en ce moment, il faut intégrer la totalité des leviers de production qui sont à notre disposition, y compris le levier de la VEFA. Et peut-être qu'il faut par anticipation commencer à penser à ce qui s'est passé en 2008, où de fait on est venu voir un certain nombre d'entre nous pour racheter des fins d'opération et peut-être anticiper justement ce mouvement de telle manière à créer des outils qui permettent de le faire dans des conditions qui soient équilibrées pour nous, pour les territoires, dans un but qui serait celui effectivement de loger les actifs. Et ça, c'est un moment un peu particulier de la vie du pays, mais singulièrement de nos métiers, pour lequel il faut sans doute, effectivement, comme le disait Dominique tout à l'heure, qu'on se mette autour d'une table et qu'on propose des solutions, mais très rapidement. Et ça me permet la transition avec ce qui a été dit sur la table ronde. Effectivement, moi j'ai trouvé que le propos de Stéphanie était vraiment très intéressant parce qu'il balayait la totalité des enjeux. Si vous vous souvenez des discussions qu'on a pu avoir il y a 5 ans, il y a 10 ans, avec un certain nombre d'élus, on parlait de sujets, mais en survolant. Enfin, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, mais là, on a face à nous des élus qui sont plus qu'investis, qui sont devenus quasiment aussi techniciens que nous sur un certain nombre de sujets. C'est impressionnant. On a des PLH qui aujourd'hui ont la capacité à mobiliser tout un territoire, parce que c'est devenu le sujet prioritaire, et donc de nous apporter les financements dont on a besoin. Les montants, les évolutions des PLH telles qu'elles sont annoncées aujourd'hui, notamment sur le territoire morbihanais, c'est des choses qu'on n'a pas connues, avec, encore une fois, un avis unanime de la totalité des collectivités. Donc moi je trouve que effectivement, le contexte est très particulier, mais on a un engagement aussi très particulier des élus. Je pense qu'il faut saluer cet engagement-là et essayer de leur apporter des solutions qui soient les plus concrètes, les plus efficaces. La question du foncier, c'est le point clé. Mais derrière, il y a la question des entreprises. On peut avoir des fonciers, si on n'a pas les boîtes derrière pour faire et répondre à des prix cohérents, de fait, on a une problématique. On a eu la crise en Ukraine avec les problématiques sur les matériaux. On a là des annonces qui sont faites sur la Turquie, sur la Syrie,
qui justifierait chez les grossistes le fait qu'ils restent sur des niveaux de prix très hauts. Bon, à un moment, il faut qu'on se saisisse de cette question-là et qu'on la pose sur la table. On a une fédération du bâtiment qui est à l'écoute. Maintenant, il faut sans doute embrayer à l'échelon régional pour dire, au-delà d'être à l'écoute, il faut que vous pratiquiez des prix qui soient cohérents. Et puis, derrière, il y a effectivement cette question du parcours résidentiel. Si vous le traitez globalement, de fait, vieillissement de la population, on en connaît tous les conséquences, on n'aura pas plus de places d'EHPAD, de places d'EHPA. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur le champ locatif, mais aussi sur l'ensemble des éléments qui doivent permettre d'accueillir cette population-là dans le champ locatif. Donc, comment on aide les gens à sortir ? Les gens à sortir, c'est pas uniquement sur la zone littorale ou sur les zones urbaines. C'est bien le secteur B2. Mais aujourd'hui, on l'a vu sur le locatif, c'est vrai sur l'accession, tout le monde veut accéder, et partout. Vous discutez avec un certain nombre de maires, effectivement, certains sont quasiment en pleurs parce qu'ils n'arrivent pas à proposer aux entreprises de leur territoire des solutions de logement pour faire en sorte qu'il y ait des extensions des capacités de production du tissu industriel. On ne parle même pas uniquement de l'agroalimentaire, c'est le tissu industriel. On ne peut pas parler de réindustrialisation de la France et pas être capable dans nos territoires d'apporter des solutions en accession et en locatif social. Donc, à un moment, il faut sans doute aussi reposer la question de l'attention en disant c'est un outil d'aide à la décision, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique territoriale. Et de fait, les axes qui étaient montrés, sur lesquels tu es revenu, Pauline, doivent nous guider dans le choix d'affecter des fonds, des moyens de production, et en locatif, et en accession à la propriété. Retrouver les moyens d'accéder à la propriété aussi sur ces territoires-là. Moi, je voulais simplement réagir sur ce que disait Erwan. Je ne partage pas son avis sur la manière dont il a présenté la VFA. D'abord parce que la référence à 2008 n'est pas transférable à la situation d'aujourd'hui. En 2008, on avait une situation de stock important en promotion immobilière. Aujourd'hui, il y a zéro stock. Il y a zéro stock, pourquoi ? Parce que les opérateurs, ils abandonnent leurs projets quand ils n'arrivent pas à financer et lorsque la Fédération du bâtiment n'est pas capable de leur offrir, pour toutes les raisons qu'on connaît, des prix de sortie intéressants. Donc il y a bon nombre, et des grands noms de la promotion, qui abandonnent carrément leurs projets sur Rennes, sur Nantes, sur Paris, sur Marseille, etc. Donc le rôle contracyclique qu'a joué effectivement le monde HLM en 2008, incontestable, il risque de ne pas se produire cette année, en tout cas dans les quelques mois qui vont arriver. Donc ça veut dire et les prix de sortie ont été aussi inflationnistes. Donc l'idée de dire parce que j'ai un élu qui dit que la VFA doit être à 1750 ou à 1900 €, le promoteur va s'y contraindre. S'il ne sort pas les projets, la contrainte, elle disparaît, quoi. Donc il n'y aura pas de production de logement de cette nature dans des proportions telles qu'on a pu le connaître en 2008. Par contre, je rejoins sur ce que tu disais sur la nécessité que les élus ont eu de travailler les PLH. Ils l'ont fait avec beaucoup d'inventivité et beaucoup de percussions, etc. Et il faut qu'ils continuent à penser que, par simplification, parce que beaucoup de territoires ont travaillé comme ça, je laisse la promotion privée maîtriser les fonciers, y compris sur des AC, etc. Et puis derrière, il y aura une péréquation qui sera faite vers le monde social, parce que c'est inscrit maintenant dans les pratiques. Je pense qu'il faut, et je rejoins ce que disait Dominique, il faut que les élus comprennent que nos organismes, notre organisation professionnelle est en capacité de produire aussi qualitativement, ce qui veut dire que c'est un peu plus compliqué, effectivement. Il faut répartir les rôles, il faut faire en sorte que la promotion immobilière n'ait pas capacité à maîtriser les fonciers de façon très aisée. Et merci pour ton complément, parce qu'effectivement, il est totalement juste. J'aurais pas dû faire référence à 2008, j'aurais dû faire référence à la dernière crise immobilière, c'était il y a 3-4 ans, où effectivement, l'État a demandé à la Banque des Territoires de venir voir un certain nombre de promoteurs pour récupérer des queues d'opération. Et de fait, on sera plutôt dans cette configuration-là. Et on a aujourd'hui des promoteurs qui commencent à venir nous solliciter en disant voilà ce qui s'est passé il y a 4 ans, est-ce que vous ne seriez pas, vous, des partenaires pour la suite ? Donc tu as raison, j'ai utilisé 2008 de façon un peu caricaturale. Plusieurs choses, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que j'ai bien compris qu'aujourd'hui les promoteurs privés ont un meilleur accès au foncier que les bailleurs, et comment est-ce qu'on peut l'expliquer là-dessus ? Ce qu'ils mettent plus sur la table ?
D'accord, donc c'est d'accord. Donc c'est juste d'accord, c'est juste. C'est dit un peu trivialement, excuse-moi, Oui. mais c'est comme ça quand même. Donc c'est bien la question financière, c'est pas une question de réglementaire, etc. C'est bien le poids financier qu'ils mettent sur l'acquisition foncière au départ. D'accord. Donc voilà, c'était juste. Surtout que les zones d'aménagement sont de plus en plus complexes en termes de démolition, d'implication, enfin, et de gestion du pluvial, des réseaux. Enfin, il y a vraiment tout un environnement auquel nous, on n'est pas tellement confrontés, sauf si on est aménageur, mais qui fait l'objet vraiment d'une préoccupation des élus, s'agissant de la production de logements. Et pas l'accès réglementaire ou autre. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Je me demandais aussi, parce que c'est peut-être en lien avec la première présentation, où on voit les prix de sortie, finalement, en termes d'accession sociale. Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avec ces prix-là, on est toujours sur de l'accession sociale, compte tenu des niveaux de revenus des ménages ? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même, y compris déjà dans les prix de sortie, des prix qui dépassent... Enfin, voilà, je pense que ce qu'on produit aujourd'hui en accession sociale se cale sur les plafonds de prix, qui finalement sont quand même élevés par rapport à la réalité des capacités des ménages. Alors c'est un moindre mal, et on a vu qu'il y a un écart avec le libre, mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas... encore des marges à travailler, et où est-ce qu'on peut les travailler? Et si on fait évoluer le zonage, c'est-à-dire si cette évolution des zonages va vers l'extension des zones B1 et B2, est-ce que ça ne va pas justement calquer les prix de sortie sur des niveaux de prix plus élevés qui sont permis par les zonages B1 et B2, et donc s'écarter des capacités des ménages? C'est vrai, mais de la même manière qu'en logement locatif, on a paupérisé les populations et on parlait de stabilité dans le parc social pour des raisons qui font que le parcours résidentiel a été cassé, parce que les gens n'ont plus capacité de passer en accession. Quand on est sur un organisme qui fait de l'accession sociale, eh bien, à chaque conseil d'administration, on est un peu contraint par le fait de dire, ben oui, le spectre de la population touchée, il se restreint, pas par le bas, mais plutôt par le haut. On a des populations qu'on ne sait plus solvabiliser dans l'accession. La problématique des zonages, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais elle est nécessaire parce qu'autrement, on ne va plus produire. Mon voisin le disait tout à l'heure, en zone C, on ne produit plus, on ne sait plus produire avec les éléments les conditions de pression et de température qu'on nous impose aujourd'hui, pour différentes thématiques, que ce soit réglementaire ou simplement la concurrence et la maîtrise des fonciers. Bon. Donc il faudra bien qu'on trouve une solution. Effectivement, ça passe par le haut, mais la seconde table ronde, c'est un lien qu'on peut faire assez facilement, c'est qu'il y a un nouveau produit qui s'appelle le BRS, qui a tendance à temporiser cette inflation-là, en extrayant, si on l'extrait de façon pertinente d'ailleurs, en termes de redevance, le coût du foncier, qui a un poids réel dans l'équilibre global d'une opération, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. La Banque des territoires veille, mais là je suis un peu provocateur, au zonage. En dehors du B1, point de salut, si un peu de B2, mais ça dépend. Enfin bon, voilà, ça peut être compliqué, mais on va en parler après, je pense. Oui, bonjour, Julie Alagadec pour Espacie. Non, je voulais simplement réagir sur les prix des fonciers. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, mais je pense aussi quand même qu'on doit faire l'exercice de s'avouer que la prospection, c'était pas forcément notre cœur de métier à tous, en tout cas. On est pluriel, donc on a pu avoir des stratégies diverses, et du coup, effectivement, on n'a pas forcément des réserves foncières solides. Et puis, comme on le disait pour la maîtrise d'ouvrage direct, faire de la prospection, c'est s'outiller en équipe, et pour s'outiller, il faut former, il faut recruter. Donc, je pense que ça, c'est un exercice qu'on a à faire. Voilà. Mais effectivement, on a besoin du soutien des collectivités pour nous permettre quand même d'acquérir des fonciers à des prix qui nous permettent de sortir nos opérations. Et pas, comme le disait Dominique aussi, de panacher nos opérations, non pas en tenant compte de la seule demande, mais de nos équilibres d'opération. Or, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faudrait du T3, du T4, du T5... en accession comme en habitat, cela dit en passant. Et dans les faits, on s'arrange parce qu'il faut qu'on équilibre notre opération. Et je rebondis un petit peu sur ce que vous dites. La difficulté, c'est qu'on n'a plus de grands fonciers. Sur le territoire, ça n'existe plus. Donc on est condamné, si je puis dire, à travailler sur de petites surfaces et sur de petites OP.
Et du coup, on a aussi joué là-dessus dans notre sublime PLH. C'est qu'on a essayé de... Non, je rigole parce on s'est un peu torturé l'esprit pour trouver des trucs qui répondent aux besoins. Et on a souhaité renforcer les aides aux bailleurs pour les petites opérations. Parce qu'on voit bien que, compte tenu de la raréfaction du foncier, compte tenu du ZAN, c'est aussi une dimension qu'il va falloir prendre en considération pour les opérateurs, de maintenant travailler sur des petites OP. Alors, plusieurs petites OP, mais je pense que le paradigme, il change là. Et c'est à nous aussi, collectivités élues, de vous aider à sortir ces petites opérations. Parce que 5 plus 4 plus 3, non mais in fine, on crée du logement quand même. Et sur ma commune, moi, c'est le salut. Je n'ai plus de grande surface. 1000 mètres carrés, là, qu'on a dégoté, c'est le Pérou pour nous. Hein. Donc, vous voyez, et on est sur 21 logements. Donc, et c'est hyper bien. Je suis hyper contente. Parce qu'après, les OP qu'on va pouvoir sortir, ça va être 5, 6, 7, 8, voilà. Et donc là, c'est à nous d'être présents et de répondre voilà, positivement pour vous. Quoi. Oui, merci. Je suis un peu provocateur. Non. Bah non. Bah oui. Bah ouais. On fait ce qu'on peut. Hein. Non, moi, je voulais dire aussi qu'on a des atouts dans notre manche parce que, bon, il y a certains d'entre nous ici présents qui sont uniquement des coop en accession ou des organismes qui font que de l'accession, mais il y en a parmi nous qui ont deux métiers, la gestion et l'accession. Et nous, on a des fonciers. Alors, nos fonciers, ils sont sur les toits, ils sont sur les parcelles attenantes à nos ensembles. Et là aussi, on a besoin du soutien des collectivités parce qu'on voit bien que les phénomènes de densification, notamment par le haut, questionnent énormément le voisinage. Et même dans les zones très urbanisées, on a des phénomènes de blocage alors qu'on peut créer de l'offre. Et cette offre, elle a un immense avantage, c'est qu'elle crée une offre plurielle. C'est-à-dire on est largement en capacité de prévoir des opérations, et on en fait au sein d'Espacil, en accession, par exemple, avec des maisons sur les toits, sur des immeubles locatifs. Et cette mixité verticale, elle est très intéressante aussi à l'échelle des territoires, parce qu'elle répond aux besoins, elle ne consomme pas de foncier, et bon an, mal an, l'équilibre des opérations passe, puisqu'on n'a pas cette surcharge foncière qu'on a à supporter dans une opération neuve. Voilà. Juste à gérer les voisins. Mais là, nos amis urbanistes ont un grand rôle à jouer. Hein. Dans les 20 ans qui viennent, il ne faut pas rater le coche. Il ne faut pas rater, sinon on va être dans une difficulté qu'on n'arrivera quasi plus à surmonter. On a le phénomène du BIMBI avec les constructions en bout de jardin, etc. Et commence à émerger le BIMPI avec les parkings. Quand on regarde la surface qui est consacrée au parking dans notre pays, c'est un scandale, en fait. Hein. Et là, on a un gisement de foncier qui est considérable. Donc, à nous aussi de repenser nos espaces urbains. Hein. Là, il va vraiment falloir être très inventif. Hein. Les parkings, on peut les faire en hauteur. Voilà. Donc, et le foncier qui va être libéré, qui est déjà artificialisé, je dirais, qui est déjà fichu, eh bien, on peut construire dessus de façon intelligente. Aujourd'hui, être élu, honnêtement, c'est très difficile. Je discute avec des élus qui ont déjà de la bouteille et qui font ça depuis plusieurs décennies pour certains, et ils me disent voilà, ça a énormément changé. On est dans un vrai monde de technicité, de complexité, et donc c'est très difficile pour des petites communes rurales qui n'ont pas l'ingénierie, qui sont au four et au moulin du matin jusqu'au soir. C'est ça, être élu. Hein. Voilà, on n'est pas dans des grandes agglos. Même moi, sur ma petite commune, hein, Saint-Pierre, c'est 2200 habitants l'année, c'est 20 000 l'été. Voyez, et puis, je dois travailler à côté. Parce que les indemnités, aujourd'hui, ne permettent pas à un élu de vivre correctement. C'est aussi ça, la reconnaissance. Hein, voilà. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des élus aussi qui ont le temps de travailler leur dossier, qui ont le temps de monter en compétences ? Parce que là, on parle du logement, mais on peut parler de tout, en fait. Hein. On peut parler de travaux, on peut parler de voirie, on peut parler d'éclairage public, on peut parler d'effacement de réseau, de problématiques sociales.
d'écoles, de restauration scolaire, vous voyez. Donc, en fait, c'est tout ça est réduit aujourd'hui. Et on ne peut pas être technicien sur toutes les thématiques. Et quand on connaît la complexité de l'urbanisme, de la création de logements et des connaissances que ça demande, effectivement, c'est très compliqué. C'est pour ça que nous, sur notre interco, on a essayé de créer une équipe très solide et d'être vraiment à la disposition des élus pour les aider et pour les accompagner dans le montage de leurs projets. Mais encore une fois, ça demande aussi de voir les bailleurs régulièrement, de créer toute une ambiance, tout un écosystème, je dirais, favorable, pour déjà que les élus ne se bloquent pas, ne s'auto-censurent pas en se disant « non, trop compliqué, je ne vais pas y aller ». Non, c'est compliqué, mais il y a des solutions. Par contre, il faut passer du temps, on en parle, et voilà, on va y arriver. On a un service chez nous qui répond très rapidement aux sollicitations des communes pour capter du foncier, parce que là, on a un promoteur qui est dessus, ça va partir, pour essayer d'exploiter un petit bout de foncier qui n'est pas super, mais sur lequel on peut peut-être faire 3 logements. Voilà. Mais c'est aux intercos, je dirais, là, de monter en puissance et d'avoir une ingénierie solide pour accompagner vraiment les maires, qui sont très seuls. Je suis maire d'une petite commune et vice-présidente d'une autre intercommunalité. Et une intercommunalité qui était pourtant dans le rouge plus foncé, dans le orange foncé tout à l'heure, plus. Et pour autant, on n'a pas du tout les mêmes moyens financiers non plus. Donc c'est aussi une réalité, ça. Je voulais juste dire ça. Je reviens juste sur la question du foncier, parce qu'il faut quand même qu'on reparte avec 2-3 clés, et puis surtout un peu d'optimisme. Quand on somme la totalité des fonciers qui sont aujourd'hui entre les mains des bailleurs bretons, on arrive sur des niveaux qui sont très très élevés. On doit être le 2e ou 3e opérateur foncier de Bretagne, je pense, quand on somme. Donc ça veut dire qu'avec des opérations qui arrivent en fin de vie, un travail de densification est à faire, et à partir de là, on va pouvoir retrouver des gisements qui vont permettre aussi de l'accession à la propriété, puisque notre ambition à tous, c'est de faire de l'accession aussi sur nos propres quartiers. Ce qui veut dire que la fonction d'aménageur, la dimension aménageur dans nos boutiques va devenir de plus en plus importante. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que dès lors qu'il va falloir envisager des réa et des déconstructions, on va allonger la durée de réalisation de nos opérations, et donc il va falloir supporter là, dans les 3-4 années qui viennent, une augmentation, encore une fois, du délai de réalisation. Donc, quand on croise les 2 paramètres, diminution de la promotion immobilière avec la problématique VFA, les difficultés qu'on peut avoir, nous, à construire parce que foncier, parce que entreprise, parce que modèle économique, avec cette donnée temporelle liée à la mobilisation du foncier, on est quand même sur des moments qui ne sont pas vraiment faciles à vivre. On va parler finances tout à l'heure. Juste une alerte, on ne le voit pas encore apparaître, mais pour autant ça devient vraiment sensible. Les résultats d'exploitation des bailleurs bretons, mais c'est vrai partout en France, sont en train de fondre à une vitesse vertigineuse. Et il faut avoir cet élément-là en tête. Avoir des ambitions, c'est bien, mais sans moyens, c'est un peu plus difficile.